La première fois que mon fils s'est moqué de mon niveau d'études, nous étions assis à la table de la cuisine. C'était une petite table en chêne, rayée dans un coin par ses initiales gravées à l'âge de 13 ans. Je ne l'avais jamais poncée. J'aimais la voir là. Un souvenir de l'époque où il s'asseyait là pour faire ses devoirs, me demandant comment épeler les mots. Beau, disais-je en tapotant chaque lettre du doigt. Il les répétait lentement, les sourcils froncés. Beau. À l'époque, il pensait que je savais tout. Ce soir-là, pourtant, il avait 32 ans, vêtu d'un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mes courses mensuelles. Il venait directement du bureau, encore imprégné de mon parfum de luxe et de l'air frais. J'avais préparé un pot-au-feu, son plat préféré depuis son enfance. Il n'y a même pas touché. Au lieu de cela, il faisait défiler son téléphone pendant que je lui servais un thé glacé. « Tu devrais t'acheter un smartphone, papa », a-t-il dit. On est en 2026, pas en 1996. Celui-ci fonctionne très bien, dis-je en brandissant mon téléphone à clapet. Il permet de téléphoner. C'est tout ce qu'il me faut. Il renifla. Un vrai reniflement. Je me souviens de ce son. Court, sec, entre un rire et une toux. Mon Dieu, tu es resté bloqué à l'âge de pierre, dit-il. Je forçai un sourire. Peut-être, mais c'est l'âge de pierre qui t'a élevé. Il ne rit pas. Il secoua simplement la tête. Tu sais, c'est précisément pour ça que j'ai dû travailler 2 fois plus que les autres, marmonna-t-il. Je clignai des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il leva les yeux vers moi et il y avait dans son regard quelque chose que je ne reconnaissais pas. Pas du respect, pas même de l'agacement. De la gêne. Papa, tu n'as même pas fini le lycée, dit-il. Tu sais ce que ça fait quand les gens l'apprennent? Ces mots me frappèrent comme une pierre. J'ai terminé la seconde, dis-je doucement. Exactement. Il se laissa aller dans son fauteuil. La plupart des cadres de l'entreprise ont des parents diplômés. Avocats, médecins, professeurs, et puis il y a moi. J'ai avalé ma salive. Et puis il y a toi, a-t-il répété. Le pot-au-feu fumait entre nous. Carottes, pommes de terre, sauce. Je le préparais depuis midi. Tu as mangé ça tous les dimanches pendant 15 ans, ai-je dit. Oui. Eh bien, j'ai évolué depuis. Il a repoussé l'assiette. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon fils ne me voyait plus comme son père. Juste comme un rappel de ses origines. J'ai quitté l'école à 16 ans. Mon père a fait un AVC. Ma mère travaillait de nuit dans un restaurant. Il fallait bien payer les factures. Alors, j'ai trouvé un boulot dans un entrepôt, à charger des cartons, 12 heures par jour, sans climatisation l'été, sans chauffage l'hiver. Je rentrais souvent à la maison les mains en sang, écorché par des coupures de carton. Mais je ne me suis jamais plaint, car chaque vendredi, je prenais mon salaire, j'allais à la banque et j'en déposais la moitié sur un compte épargne intitulé « Fonds d'études », pour lui, pour mon fils Daniel. À sa naissance, je l'ai serré dans mes bras et je me suis fait une promesse. Il n'aurait jamais à choisir entre ses études et sa survie. À 18 ans, ce fonds était suffisamment important pour financer 4 années d'études dans une grande école de commerce. Je me souviens du jour où je lui ai tendu l'enveloppe. Il était debout dans le salon, vêtu de sa toge de remise de diplôme. Sa mère était décédée l'année précédente, nous étions donc seuls. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Ton avenir » ai-je répondu. Il l'a ouverte, a vu les relevés bancaires et ses yeux se sont écarquillés. « Papa, ça fait combien de temps que tu économises ?»« Depuis ta naissance. » Il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. « Je vais te rendre fier » a-t-il murmuré. Et pendant longtemps, il l'a été. Il a obtenu son diplôme avec mention. J'ai décroché un boulot dans une grande entreprise juste après mes études. Département finance. Un grand immeuble, des murs de verre, un hall d'entrée chic. La première fois que je suis venue, j'avais mis ma plus belle chemise, une chemise bleue à boutons, repassée 2 fois. Il m'a accueilli dans le hall et, au lieu de me prendre dans ses bras, il m'a dévisagé de haut en bas. La prochaine fois, peut-être devriez-vous mettre un costume, a-t-il murmuré. J'ai fait comme si de rien n'était. Je ne savais pas que c'était ce genre d'endroit, ai-je répondu. Il a esquissé un sourire forcé. Si, c'est le cas. C'était la première fois qu'il me faisait des remarques désobligeantes. La deuxième, c'était lors d'un dîner d'entreprise. Il m'avait invité à fêter sa promotion. Il a dit que c'était un grand événement. Vice-président des opérations, m'a-t-il annoncé fièrement.
J'étais si heureux pour lui. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le restaurant était un de ces endroits où les serveurs parlent à voix basse et où les assiettes sont de véritables œuvres d'art. Il y avait une dizaine de personnes à table, toutes en costume, toutes avec des dents parfaites. L'une d'elles, une grande femme aux cheveux argentés, m'a regardé et m'a souri. « Et vous, monsieur Carter, vous faites quoi dans la vie ?» a-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, Daniel m'interrompit. « Il est à la retraite, » dit-il rapidement. Je fronçai les sourcils. Non, pas du tout. J'ai économisé jusqu'au dernier centime pour payer ses études. Il travaillait dans la logistique, ajouta Daniel en me coupant la parole. Rien d'extraordinaire. La femme hocha poliment la tête. Eh bien, vous devez être fier de votre fils. Oh oui, dis-je. Un silence s'installa à table. Daniel serra les dents. Après le dîner sur le parking, il se tourna vers moi. Tu n'étais pas obligé de dire ça, lança-t-il sèchement. Dire quoi? Que tu as payé mes études. On dirait que je n'aurais pas pu me débrouiller seul. Je le fixai. Mais tu n'aurais pas pu. Pas à l'époque. Son visage devint rouge écarlate. Tu ne comprends rien à ce monde, dit-il. Tu ne le comprendras jamais. Au fil des ans, ses remarques s'intensifièrent. D'abord anodines. Papa, tu ne comprendrais pas. C'est une conversation de niveau universitaire. Évitons de parler d'économie avec quelqu'un qui n'a même pas réussi son cours d'algèbre. Chaque remarque était comme une coupure de papier. Pas assez pour saigner, mais assez pour piquer. Puis vint la nuit où tout a basculé. C'était chez lui. Une grande maison moderne avec des murs de verre et une cuisine en marbre. Il avait invité quelques collègues à dîner. Il avait dit que c'était juste une réunion informelle. Quand je suis arrivé, la maison sentait l'ail et le romarin. Un traiteur disposait des plateaux de saumon grillé et d'asperges rôties. « Papa, voici mon équipe », dit-il en désignant le salon. Il y avait 6 personnes, toutes jeunes, toutes tirées à 4 épingles. L'un d'eux, un type aux cheveux gominés, me tendit la main. « Daniels nous a beaucoup parlé de toi », dit-il. Oh. Je souris. J'espère que c'était en bien. Le type rit nerveusement. Ouais, surtout de ton parcours atypique. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais Daniel, lui, le savait. Il leva les yeux au ciel. Bon, passons. Le groupe a ri. J'avais l'impression que mes oreilles sifflaient. On s'est tous assis à table. Les verres à vin ont teinté. Quelqu'un a raconté une blague sur les options d'achat d'actions. Tout le monde a ri sauf moi. Je n'avais même pas compris la chute. À un moment donné, le même type aux cheveux gominés s'est tourné vers moi. Alors, monsieur Carter, avez-vous déjà envisagé de reprendre vos études? J'ai haussé les épaules. La vie est devenue trépidante. Il faut nourrir sa famille. Daniel a soupiré bruyamment. Ouais, a-t-il dit. Les études n'étaient pas vraiment une priorité chez nous. Un silence s'est installé à table. Je l'ai regardé. Ce n'est pas vrai. Il m'interrompit d'un rire. Allez, papa. Tu as quitté l'école en seconde. Tu empilais des cartons pendant que d'autres obtenaient leur diplôme. Une des femmes à table se remua, mal à l'aise. Je sentis ma poitrine se serrer. J'ai empilé ces cartons pour que tu puisses obtenir les tiens, dis-je doucement. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise, faisant tournoyer son verre de vin. Soyons honnêtes, dit-il. N'importe qui peut économiser. Ça ne fait pas de quelqu'un une personne instruite. Ces mots résonnèrent dans l'air. Tranchant, froid, définitif. Je fixai mon fils, le garçon avec qui je jouais à épeler des mots à la table de la cuisine. Tu me prends pour une idiote? Demandai-je. Il n'hésita même pas. Je pense que tu as des limites, dit-il. Et c'est parfois embarrassant. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Une autre personne fixa son assiette. Je sentis quelque chose se briser en moi. Pas de colère, pas encore. Juste de la déception. Je me levai. Merci pour le dîner, dis-je. Je dois y aller. Daniel, je ne me suis même pas levé. Ouais. D'accord. J'ai une réunion tôt demain. Pas d'accolade, pas de poignée de main, rien. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans un fauteuil en cuir, face à un homme en costume gris. Son bureau embaumait le bois ciré et le café. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Tout est prêt, monsieur Carter, dit-il.
Il ne manque plus que votre signature. J'ouvris le dossier. À l'intérieur, une simple feuille de papier. En haut, en caractères gras, le logo de l'entreprise. L'entreprise de mon fils, celle-là même où il était vice-président. Ma main hésita au-dessus du stylo. Dès que vous aurez signé, dit l'homme calmement, le licenciement prendra effet immédiatement. Je baissai les yeux sur le nom inscrit sur le document. Daniel Carter, mon fils, mon enfant unique. Mes doigts se crispèrent sur le stylo, et juste au moment où la pointe toucha le papier, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. « Attendez » dit une voix. Je levai les yeux et mon cœur s'arrêta presque. La porte du bureau de l'avocat s'ouvrit si violemment qu'elle heurta le mur. Nous nous sommes retournés tous les deux. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa cravate était de travers. Ses cheveux semblaient avoir été passés dans ses mains une douzaine de fois. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il avait monté les escaliers en courant. « Attends » répéta-t-il, essoufflé. « Papa, ne signe pas ça. » L'avocat me regarda. « Voulez-vous que je vous laisse un instant ?» J'acquiesçai. Il se leva, prit sa tablette et sortit du bureau. La porte se referma derrière lui. Nous étions désormais seuls, mon fils et moi. Le même garçon que je portais sur mes épaules à la fête foraine. Le même enfant qui pleurait quand il s'écorchait le genou sur le trottoir. Sauf qu'à présent, il paraissait plus petit. Pas physiquement, juste plus petit. « Qui t'a dit que j'étais là ?» demandai-je. Il avala le conseil d'administration. On m'a dit que l'actionnaire majoritaire était au cabinet d'avocat. Je compris. Je me laissai aller dans mon fauteuil. C'est fou comme ça marche, dis-je. Tu ne savais pas que ton propre père possédait la majorité de l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais le conseil d'administration, lui, le savait. Son regard se posa sur le papier posé sur le bureau, la lettre de licenciement. Papa, dit-il doucement. Tu ne peux pas faire ça. Je penchai la tête. Si. 6 mois plus tôt, j'avais reçu une lettre, une épaisse enveloppe ornée d'un logo doré. À l'intérieur, une invitation à une réunion d'investisseurs dans la société de Daniel. Ils étaient en pleine expansion et recherchaient des associés commanditaires. J'ai failli la jeter. Investissement, actions, conseil d'administration. Ce n'était pas mon univers. J'étais magasinier, logisticien. Je connaissais les palettes, les chariots élévateurs et les routes de livraison. Mais quelque chose m'a poussé à appeler le numéro figurant au bas de la lettre. Un jeune homme répondit. Service des relations investisseurs d'Inv. Comment puis-je vous aider? Je m'éclaircis la gorge. Oui, j'ai reçu cette lettre concernant l'achat d'actions. Je n'y connais pas grand-chose. Il rit doucement, sans moquerie, juste surpris. Eh bien, monsieur, nous serions ravis de vous expliquer la procédure. Alors, je suis allé à la réunion. Je portais la même chemise bleue à boutons que celle que j'avais mise au bureau de Daniel des années auparavant. La salle était pleine de costumes. Au début, personne ne me remarqua. Mais lorsque la présentation commença, quelque chose d'étrange se produisit. Ils se mirent à parler de logistique, de coûts d'expédition, d'inefficacité d'entrepôt, de goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. J'ai tendu l'oreille. J'avais passé 40 ans dans des entrepôts. J'avais vu toutes les erreurs qu'une entreprise pouvait commettre. Lorsque le présentateur demanda s'il y avait des questions, je levai la main. Oui, dis-je. Vous perdez de l'argent sur vos itinéraires du Midwest. Un silence se fit dans la salle. Le présentateur cligna des yeux. Excusez-moi. Vos camions sont à moitié vides au retour, dis-je. Vous devez nouer des partenariats avec des distributeurs plus petits et remplir ces remorques. Sinon, vous gaspillez du carburant. Quelques personnes commencèrent à chuchoter. Le présentateur fit défiler ses diapositives. Il a raison, murmura-t-il. Après la réunion, 3 cadres supérieurs s'approchèrent de moi. Ils me posèrent des questions. Beaucoup de réunions portaient sur l'aménagement des entrepôts, la planification, les contrats avec les fournisseurs. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas bête. Je me sentais utile. 2 semaines plus tard, l'un d'eux m'a appelé. Nous aimerions vous proposer un poste de consultant, m'a-t-il dit. Et si cela vous intéresse, une opportunité d'investissement. J'ai ri. Mon garçon, je ne suis pas riche, ai-je répondu. J'ai juste un compte d'épargne retraite et une petite maison. Il est resté silencieux un instant. Eh bien, m'a-t-il dit,
Si vous êtes prêt à investir cet argent en actions, il pourrait prendre une valeur considérable. J'y ai réfléchi pendant des jours. Tout mon argent était investi dans une seule entreprise. L'entreprise où travaillait mon fils. Finalement, je l'ai fait. Non pas pour l'argent, mais parce qu'au fond, je voulais faire partie de son univers. Je voulais un sujet de conversation sans qu'il lève les yeux au ciel. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le conseil d'administration. Ils ont écouté mes idées, ils m'ont vraiment écouté. Nous avons restructuré 2 grands centres de distribution et réduit les coûts de transport de près de 18%. Les bénéfices de l'entreprise ont explosé. À la réunion suivante du conseil d'administration, un des administrateurs m'a souri. Monsieur Carter, m'a-t-il dit, vos actions ont plus que triplé de valeur. J'ai failli renverser mon café. À ce moment-là, je possédais plus de 52% de l'entreprise, soit le contrôle majoritaire. On m'a demandé si je souhaitais un siège au conseil d'administration, j'ai accepté. 3 semaines après le dîner où Daniel m'avait traité de honteux, j'assistais à ma première réunion officielle du conseil. C'est là que j'ai appris l'existence des plaintes, des rapports en retard, des clients mécontents, des chefs de service démissionnaires, tous pointant vers un seul bureau, celui du vice-président des opérations, Daniel. Au début, j'ai cru à une erreur, mais plus j'écoutais, plus cela devenait évident. Il n'était pas arrogant seulement à la maison. Il l'était aussi au travail. Il ignorait les conseils, congédiait les employés expérimentés et prenait des décisions risquées juste pour paraître audacieux. Le conseil a recommandé mon licenciement. J'ai demandé un délai. De retour au cabinet de l'avocat, Daniel se tenait en face de moi. « Papa, s'il te plaît, dit-il. C'est ma carrière qui est en jeu. » Je lui ai tendu le document. « Tu en as déjà lu un ?» lui ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Vas-y, ai-je dit. » Il l'a pris. Ses lèvres bougeaient silencieusement pendant qu'il lisait. À mi-chemin. La page s'ouvrit, son visage se décomposant. « Licenciement pour faute professionnelle répétée, » murmura-t-il. Il leva les yeux vers moi. « Tu vas vraiment virer ton propre fils. » Je pris une lente inspiration. « Tu as honte de moi ?» demandai-je. Il tressaillit. Ce n'est pas une réponse. Son regard se posa sur le sol. Parfois, admit-il, les mots le blessaient plus que tout, plus que le dîner, plus que les remarques, car cette fois, il n'y avait ni public, ni collègue, juste la vérité. Je me penchai en avant. « Tu sais ce qui est drôle ?» dis-je doucement. « Toutes ces années où tu as eu honte de moi. Je construisais l'avenir dans lequel tu vis. » Il ne répondit pas. « J'ai quitté l'école à 16 ans pour que tu puisses aller dans l'une des meilleures universités du pays. J'ai travaillé les week-ends, les jours fériés, j'ai fait des doubles journées. J'ai raté des anniversaires, des pièces de théâtre, des matchs de foot. » Ma voix se brisa. « Et je l'ai fait avec plaisir parce que je pensais qu'un jour tu me regarderais et que tu serais fier. » Il déglutit difficilement. « Je suis fier, dit-il. Doucement. Je secouai la tête. « Non, tu es fier de ton travail, de ton costume, de ton bureau, mais pas de l'homme qui t'a donné cette chance. » Un silence pesant s'installa. L'horloge murale tic-tac bruyamment. Finalement, il prit la parole. « J'essayais juste de m'intégrer, dit-il. Tous ceux qui m'entouraient venaient de familles parfaites, de parents instruits, de milieux aisés. J'avais l'impression que s'ils connaissaient la vérité, ils me mépriseraient. Alors, c'est toi qui me méprises en premier, dis-je. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne me rendais pas compte à quel point ça te blessait. Je le fixai. Pendant longtemps, je n'avais vu que le cadre arrogant. Mais maintenant, je revoyais le garçon. Celui qui me demandait parfois comment épeler, magnifique. Je pris le stylo. Ses épaules se tendirent. Mais au lieu de signer, je le reposai. « Tu as raison sur un point, dis-je. » Ses yeux se levèrent. « Quoi ? C'est ta carrière, et je ne veux pas la détruire. » Une lueur d'espoir illumina son visage. « Vraiment ? » J'acquiesçai lentement. « Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. » Il serait dit. « Que voulez-vous dire ?» Je fouillai dans le dossier et en sortis un deuxième document. « Lisez celui-ci. » Il le prit de main tremblante. Son regard parcourut la page. « Rétrogradation au poste de superviseur d'entrepôt régional ?» Il dit. « À partir de lundi. » J'acquiesçai. Petit entrepôt, 40 employés, pas de bureau privé, pas d'avantage de cadre, juste vous,
un bloc-notes et un quai de chargement. Il resta bouche bée. C'est une énorme régression. Je croisai son regard. Quitter l'école à 16 ans, c'était pareil, dis-je. Il déglutit. Vous y travaillerez pendant 1 an, poursuivis-je. Vous apprendrez tous les métiers. Emballage, expédition, inventaire, réclamation client, tout. Et si je refuse? Demanda-t-il doucement. Je tapotai la lettre de licenciement. Alors on revient à la case départ. Ses mains tremblaient. Un instant, je crus qu'il allait partir en trombe, mais il se contenta d'acquiescer. D'accord, murmura-t-il. 1 an plus tard, nous étions de retour à ma table de cuisine. La même vieille table en chêne, les mêmes rayures, les mêmes initiales gravées. Mais ceci à ce moment-là, Daniel portait un jean et un simple t-shirt. Ses mains étaient rugueuses, calleuses. Il prit une fourchette et croqua dans un pot-au-feu, les yeux fermés. Mon Dieu, ça m'avait manqué, dit-il. Je ris doucement. Je croyais que tu avais changé, dit-il en secouant la tête. Non, j'avais juste oublié ce qui comptait. Il leva les yeux vers moi. Je suis désolé, papa. Pour tout, pour chaque remarque, chaque fois que je t'ai fait te sentir inférieur. Ma gorge se serra. Je sais maintenant ce qu'est le vrai travail, poursuivit-il. Et je sais qui m'a donné la chance de faire quelque chose de mieux de ma vie. Il tendit la main par-dessus la table. Merci. Je pris sa main et, pour la première fois depuis des années, j'eus l'impression d'avoir retrouvé mon fils. 6 mois plus tard, j'approuvai sa promotion. Pas vice-président, pas encore, mais directeur des opérations de 3 sites. Il l'avait mérité cette fois, à chaque étape. Et maintenant, chaque fois qu'on lui parle de sa famille, il sourit fièrement. Mon père, dit-il, c'est l'homme le plus intelligent que je connaisse. Il n'a jamais eu besoin d'un diplôme pour le prouver.